Eh bien voilà, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas démarrer tout de suite par les critiques des films en salle, mais on va démarrer par la revue de presse, puisque Jean-Philippe Tesset nous a fait l'honneur de venir nous rejoindre une nouvelle fois. Bonjour Jean-Philippe Tesset. Bonjour, Alors, j'espère que vous m'écoutez mieux que d'habitude. c'est mieux. Oui. Bon, Oui, oui, c'est mieux. très bien. Alors, on parle évidemment du nouveau numéro en kiosque des Cahiers du cinéma, qui s'appelle tout simplement Joué par Isabelle Huppert. Donc on va longuement en parler. Et puis après, on parlera peut-être aussi eh bien, voilà, de ce festival de Cannes, pas des critiques des films, mais plutôt comment une revue comme les Cahiers du cinéma aborde un festival de Cannes, comment est-ce qu'on arrive à le traiter et comment est-ce qu'on arrive ensuite à le mettre en page aussi dans la revue et peut-être aussi au fur et à mesure de l'année. Un numéro, quand j'ai fini de lire ce numéro des cahiers, je me suis dit mais c'est pas possible qu'il y a que 100 pages tellement il est riche. J'ai l'impression qu'il a jamais été aussi riche. Autant dans les interviews que dans les analyses, dans tout. Alors voilà, je ne sais pas. Voilà, peut-être parce que ces 10 premières pages avec Isabelle Huppert nous emportent tellement loin aussi. Ça, c'est une interview que vous avez fait juste avant Cannes, du coup, avec Isabelle Huppert, du coup. Oui, l'entretien a été fait avant Cannes avec elle. En fait, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis très longtemps avec elle. C'est un entretien long et qui soit un peu différent des Oui, autres entretiens qu'on peut lire, parce qu'elle en a fait énormément là. Elle a été vraiment à l'affiche de plusieurs films, elle a été très très présente dans la presse, mais c'est toujours des entretiens seulement sur sa carrière. exactement. Alors vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous avez joué dans tel film, tel autre. Et finalement, alors que c'est quand même une actrice absolument passionnante, et Ouais. il n'y a jamais rien sur le jeu lui-même. On l'interroge jamais sur le fait de jouer, sur ce que ça signifie pour elle de jouer, sur comment elle joue, comment elle s'y prend très concrètement pour incarner des personnages, pour interpréter des rôles. Et c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire avec elle depuis très longtemps. Et puis elle a un lien aussi avec les cahiers depuis longtemps, donc c'était facile. Elle avait envie de le faire aussi. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle voilà, on a vraiment orienté l'entretien uniquement sur le jeu lui-même, sans passer en revue pour la énième fois toute sa carrière et tous les films qu'elle a fait. Qu'elle parle assez peu de films, même si Oui, il y a une grosse partie de l'entretien qui est consacrée au film de Paul Verhoeven, elle, dans lequel elle est vraiment géniale, et ce oui. qui nous a donné aussi une occasion idéale pour faire cet entretien. Et le reste, c'est vraiment une espèce de réflexion sur ce que c'est qu'être acteur et comment on s'y prend concrètement pour jouer, pour le rapport metteur en scène, etc. Oui, c'est ça. Et puis, elle explique. En fait, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, d'ailleurs, finalement, dans ce numéro des cahiers, parce que on est aussi bien, justement, autour du jeu, hein, parce que l'entretien de Perajatko, c'est aussi ça. Enfin, d'ailleurs, la critique est magnifique du film de Perajatko, mais sur Huppert, ça va être des choses très précises aussi. Voilà, à un moment donné, bah oui, je tombe, il faut que j'aille à l'hôpital. Après, on tourne différemment. En fait, ça dit aussi beaucoup de ce que peut être la mise en scène par rapport à sa vision du jeu à elle. Complètement. Et puis en plus, l'entretien a cette vertu d'être un peu un miroir par rapport à Oui, l'entretien qu'on a fait avec Paul Verhoeven dans le numéro de mai, où il parle aussi de Huppert, et on comprend très bien en fait comment ça fonctionne un couple, comme ça metteur en scène acteur. Surtout que Huppert a cette phrase un peu dure qui pourrait passer pour sinon une forme d'arrogance ou moins une forme d'assurance très forte. Elle dit voilà, on ne me dirige pas, un réalisateur ne me dirige pas. Mais on voit en fait quel type de relation elle invente avec des cinéastes qu'elle aime, avec Chabrol, avec Haneke, en l'occurrence avec Verhoeven. C'est-à-dire que c'est une relation qui passe pas par la direction d'acteur comme avec les autres cinéastes. oui, Et on comprend voilà à la fois à quoi elle passe ses journées et aussi ce qui lui permet d'avoir cet espace d'invention incroyable. Dans l'entretien, Verhoeven nous expliquait que voilà, tel dialogue, c'est elle qui l'avait rajouté de manière complètement imprévue, tel geste, c'est elle qui l'a fait, sans qu'on lui demande, etc. Et on voit en fait que le jeu de Huppert, c'est vraiment un jeu de création, d'invention, qui a une énorme part du film qui tient ça, à sa capacité à inventer des choses, à créer, à proposer des choses de manière oui, c'est ça. inattendue, et c'est souvent, elle met dans le mille, et c'est ça qui est assez admirable. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que vous citez la petite phrase à la fin de son monologue où elle dit pas mal. Elle se Ouais, souvient même pas que c'est elle qui a rajouté ça tellement elle est dans son jeu, quoi, finalement. ouais, ouais. C'était. Absolument, mais il y a aussi un autre moment qu'on cite dans un film qui sort là en juin, qui est le film de Pascal Bonitzer, Oui, où on avait lu dans l'entretien que Bonitzer disait que le personnage normalement n'avait pas du tout à pleurer, et Huppert s'est mis à pleurer dans une scène, et ça rend la scène complètement dingue. Et c'est ça qui est assez beau, en fait, c'est vraiment aller voir un acteur pour sa part de création, et c'est vrai qu'avec elle, elle est elle a une espèce d'une capacité d'invention tellement folle et tellement forte et tellement
bizarre. C'est ce qu'elle décrit d'ailleurs aussi dans sa manière de parler de son visage, par exemple, qu'on avait vraiment envie de parler de ça avec elle. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que ça, tout le monde adore Huppert, évidemment, parce qu'elle est géniale, on est toujours à s'extasier devant son jeu et tout, mais nous, ça nous manquait aussi de pas se poser avec elle pour parler simplement de ce que c'est que de jouer concrètement, quoi. On l'avait déjà fait avec Sabrina Zema il y a pas longtemps, dans un entretien qui était très beau aussi. Oui. Mais là, il y avait, voilà, c'était quelque chose en plus qu'on avait envie de faire depuis très longtemps. Et puis aussi qui est une manière de notre admiration pour elle, qui est qui joue tous les jours, tous les soirs, elle est au théâtre. Elle avait un film à Cannes. Elle est allée avec Hong Sang-soo tourner un film Tourner en même pendant temps. le festival. Enfin, elle a toujours des choses complètement extravagantes à faire, et c'est assez dingue. Et on avait vraiment envie de saluer aussi cette vivacité, cette manière de pas tenir en place, et cette accumulation complètement délirante de rôles auxquels elle s'astreint, et qui font aussi sa carrière complètement hors norme. Et une liberté totale, hein, parce que là, le film de Hong Sang-soo, finalement, elle dit bon bah voilà, j'avais quelques jours, bon bah j'y vais, et c'est parti. Elle sait même pas où elle va, elle fait une confiance totale. C'est assez fou aussi, sa manière de choisir les films. Voilà, ça c'est vraiment très intéressant. En tout cas, de tout ce qu'on a pu lire sur Huppert, allez lire, ne serait-ce que allez prendre ce cahier des cinémas, ne serait-ce que pour cette interview, parce que on l'a jamais écouté dire ça, donc ça fait un bien fou. Merci beaucoup pour ça déjà. Donc c'est vrai que ça ouvre les cahiers, et je trouve que ça amène aussi une force d'un seul coup là-dessus, puisque ensuite, on va avoir beaucoup de réalisateurs, hein, qui vont être en interview. Donc on a Nicolas Winding Refn, on a Perez Jadko. Là, je suis en train de rechercher mes post-it rapidement, mais donc, oui, voilà, ça va. Ça c'est aussi donc aller les chercher, c'est quoi? C'est profiter de Cannes parce qu'ils sont là. Bon, Perez Jadko il était pas, mais c'est profiter qu'ils étaient là pour pouvoir pousser un peu plus en plus sur les films, ou c'est simplement pour pouvoir donner plus de poids en plus d'une critique, parce qu'on aime ces films là. Non, c'est aussi une tradition. Quand on aime un film, on aime bien aller voir celui qu'il a réalisé pour en parler avec lui, pour échanger avec lui. Là, il se trouve qu'il y a pas mal de films qu'on a aimés en juin qui sortent, c'est-à-dire La Voix de la Jungle de Perez Jadko, Love and Friendship de Whit Stillman, et Diamant Noir d'Arthur Harry. Diamant Noir, qui ont donné à chaque fois l'occasion d'un entretien un peu long. Puis c'est des gens aussi avec lesquels Arthur Harry, on le suit depuis longtemps. On a vu ses courts-métrages. Il y a un suivi, pareil pour Antonin Perez Jadko, qu'on connaît d'avant ses longs-métrages. Donc c'est aussi une manière de continuer un dialogue avec eux, qui pour nous est vraiment capital, surtout que c'est des cinéastes jeunes, et qu'on a vraiment à cœur d'encourager et d'aider les cinéastes jeunes à s'imposer, quitte à jouer les coudes. Winding Refn, c'est différent. Simplement, le film sortait en juin. On l'a vu à Cannes. Il y a eu un enthousiasme réel pour son film. Et du coup, on a pu tenir un entretien assez long avec lui, ce qu'on n'avait jamais fait, je crois, avec Winding Refn. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on aime bien quand on a. Je trouve que c'est toujours agréable quand on a un texte à lire, et après un entretien, pour avoir un autre éclairage au point de vue du réalisateur. Il y a d'autres choses qui peuvent se raconter sur le film dans un entretien. Oui, complètement. Mais alors, tiens, en parlant de Zenéon Lemon, on est d'accord avec Louis là-dessus. Quelqu'un qui voudrait voir ce que c'est qu'une critique de cinéma, allez lire la critique de Cyril Biguin, parce que c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est absolument fabuleux comme critique, que vous ayez aimé ou pas le film. D'ailleurs, en tout cas, allez lire cette critique. Elle est absolument fabuleuse. Donc félicitations à lui. On va peut-être dire quelques mots sur comment traiter le Festival de Cannes quand on est les cahiers du cinéma. Comment ça se passe, à combien de critiques vous descendez à Cannes, et puis après la place, il y a 10 pages là en l'occurrence, dans ce numéro des cahiers. Je pense que c'est des choses qui vont revenir quand même au fur et à mesure de l'année, de tout ce que vous avez pu prendre aussi. Comment ça se passe au niveau des cahiers quand on descend au Festival de Cannes? Bon, en général, on est à peu près 8, 9 à descendre maximum. Pardon. On voit beaucoup de films. On en voit 45-50 pendant le festival. Donc on engrange beaucoup de choses, on engrange des entretiens aussi, qu'on va ressortir quand les films sortiront en salle. Et après, en fait, ça dépend beaucoup des années, parce que là, cette année, il y avait un truc très particulier, c'est qu'il y avait 3 films qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire Elle de Verhoeven, Julieta d'Almodovar, et Maloute de Bruno Dumont, qui sortaient en même temps que le festival, et qu'on avait pu voir à Paris avant. Donc c'était
on a l'essentiel de ce qu'on a fait sur Cannes, finalement, c'est dans le numéro de mai. Oui. Et par ailleurs, après, on a forcément des choses à dire sur ce qui nous a intéressés de manière, rassembler des films. Après, c'est toujours compliqué le numéro de juin parce que on parle de choses que la plupart des gens n'ont pas vues. Oui. Ils ne verront pas avant plusieurs mois, donc c'est un peu difficile. Il ne faut pas perdre le lecteur aussi en leur parlant pendant des pages et des pages de films dont ils n'ont aucune idée. Et ça, c'est un peu difficile, mais on peut toujours trouver, par contre, au prétexte de ces films-là qu'on a vus là-bas, des choses à dire plus générales sur le festival et sur C'est l'état ça. du cinéma, etc. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on avait fait l'année dernière, aussi les autres années de manière un peu plus véhémente parce que c'était lié aussi à la programmation Mhm. qui nous avait posé problème et dont on sentait qu'elle était en train de consacrer un cinéma qui n'était pas du tout celui qu'on appelle de nos voeux, bien au contraire. Et cette année, on a été un petit peu dans une humeur différente parce qu'on a vu pas mal de films qu'on a aimés. Surtout en compétition. Le reste des autres sélections, c'est plutôt caractérisé par l'absence de découverte, ce qui est quand même un peu dommage, parce que c'est quand même la meilleure raison pour laquelle on va à Cannes, c'est d'abord pour découvrir les cinéastes. Bien sûr. Et là, cette année, c'est vrai qu'il y a eu des moments qui ont été importants pour nous, notamment le film de Marina 2, Tony Erdmann, qui a vraiment bouleversé tout le monde et dont on était très heureux, parce que c'est quelqu'un qu'on suit depuis toujours. Et en même temps, il y a eu une espèce de désappointement lié au palmarès qui a à peu près nié toute la force et toute la singularité du festival en gommant le jury a gommé complètement les palmarès, tous les films intéressants, et pas que de notre avis, de l'avis général, Oui, c'est vrai. au profit de films complètement anodins qu'on oubliera très vite. Donc ça, c'est une énorme déception. Mais en même temps, le fait est qu'on a eu l'impression quand même que le cinéma, le gros cinéma d'auteur qu'on n'aime pas, a été un peu moins triomphal cette année à Cannes que les autres années. Donc on a mieux vécu ce Oui. festival-là. C'est pour ça que notre retour est plus léger. On a plus envie de parler des choses qu'on aime que des choses qu'on n'aime pas. Bah voilà, c'est très bien. Merci pour Cannes. Un mot quand même sur ce dossier autour du cinéma pratiquement do it yourself en Corée. Ça, c'est quelque chose, voilà, un dossier complètement inattendu et qui fait du bien là aussi. Donc, on avait fait un peu c'est un peu une série. On avait fait la même Oui, chose au Japon. C'est d'aller voir au Japon les jeunes cinéastes, ceux qui sont un petit peu hors circuit. Et c'est des pays en fait très compliqués en termes de production. C'est-à-dire qu'à la fois il y a une production mainstream importante, il y a une production qui est un petit peu verrouillée si on veut. Et pour les jeunes, les indépendants, c'est toujours très compliqué de se faire une place. Le cinéma coréen a cette particularité d'avoir explosé il y a une dizaine d'années maintenant. On se dit voilà, c'est un cinéma en plein devenir et finalement on s'aperçoit que le cinéma indépendant, le cinéma hors circuit, a vraiment beaucoup de mal à se faire une place. Et les cinéastes apparaissent, disparaissent, donc il y a un truc un peu fou, donc on a eu envie de les voir plus près. Mais encore une fois, ça vient vraiment dans l'idée presque d'un travail qu'on fait régulièrement, d'aller voir les jeunes cinéastes aux quatre coins du monde et leur demander de leurs nouvelles et d'essayer de comprendre comment ça marche pour eux et comment on pourrait voir ces films-là, qui souvent sont quand même très oui. intéressants. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une enquête de Vincent Lassa qui connaît très bien la Corée, qui y va souvent, et qui a ramené plein d'entretiens, de rencontres avec des Coréens, qui expliquent aussi ce système de production qui est tellement éloigné du nôtre qu'on a du mal un peu à le comprendre. Oui, complètement. En tout cas, allez découvrir ça. Il y a aussi des pages sur le documentaire, une très belle page sur Damien Manivelle, dont on avait déjà parlé ensemble et qu'on aime beaucoup. Et vous avez déjà écouté la longue interview qu'on lui a consacrée ici même. Bref, un numéro décaillé, comme je vous le disais, vraiment complet. Vous en avez pour tous les goûts, pour tout. Voilà. Et allez découvrir surtout cette très très belle interview d'Isabelle Huppert. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tesset. Merci à vous. Les films à aller voir ce mois, bah, je pense que vous l'avez compris, c'est Elle, le film de Peray Jatko aussi. Est-ce qu'il y a un autre film voilà, qui vous tient à cœur, que vous aimeriez mettre en avant? Alors, les films qui viennent de sortir ou qui sortent là au mois de juin, il y a aussi le film de Whit Stillman, qui est une adaptation de Jane Austen, donc qui est voilà, qui est un exercice un peu qu'on connaît bien, avec toute la légèreté de Whit Stillman, c'est très particulier et très réussi. Et puis ensuite, en juillet, le calendrier m'échappe un peu, mais je pense qu'il y a forcément des films bien. Après, c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'embouteillage de bons films là avec Cannes, Oui. dont on a un peu de mal à se remettre si on veut. Et puis, je pourrais citer quand même un truc qui est intéressant, c'est au niveau des reprises. La reprise de Insiang de Lino Broca, auquel on a consacré un ensemble, qui est un film philippin des années 70, qui est très Oui, important, oui, oui, il y a de très qui belles n'était pages pas là-dessus visible aussi. vraiment depuis de longues années. Alors, il n'est pas forcément visible partout en France, évidemment, parce que c'est des reprises, il y a très peu de copies. Mais si vous avez l'occasion, évidemment, il faut aller le voir. C'est un grand film. C'est une occasion assez rare de le voir sur grand écran. Voilà, c'est quelque chose de très beau.
Et ben voilà, on ira découvrir Inxiang. Merci beaucoup Jean-Philippe Tessé, à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.